Si vous êtes arrivé ici, c'est sans doute suite à une recherche qui s'est mal passée. Vous pouvez encore oublier cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Si vous persistez à nous écouter, nous ne pouvons garantir les répercussions sur votre santé mentale. Dans cet épisode d'Opération Linux, nous n'avons rien à dire et nous allons en discuter. Je m'appelle Lee et je suis accompagné de... Pour celui qui s'occupe de la bonne humeur, voici Chaos Guilou. Et bonjour tout le monde. Pour lui, on devrait ouvrir Windows afin de mieux respirer. Voici Julien. Bonjour, bonjour. Pour la rubrique du pipoteur, nous avons Tunic Golf. Hey, salut tout le monde. Notre ingénieur en clavier mécanique s'appelle Cyril. Mesdames, messieurs, bonjour. Il a écrit lui-même sa présentation. Trop de charisme pour une seule personne. Il vient ici pour partager sa présence captivante. Voici Kaijito. Voici Kaijito. Bon, on en a perdu un. Il a coupé son micro. Et salut tout le monde. En effet, je suis quelqu'un de très intelligent, je n'avais surtout pas le micro coupé. Merci pour tous ces compliments. Je parlais dans le vent depuis tout à l'heure. Donc je disais merci pour ces compliments. Voilà. Et que de compliments. Comment ça ? Et bien sûr, personne très intelligente qui n'oublie pas de parler quand son micro est ouvert. Salut. Et ben maintenant avec une présentation comme ça, t'as intérêt à assurer. Ok. Premier sujet. On a atteint pour la première fois de l'histoire de Linux les 4%. Alors je précise, c'est les 4% de Linux installés sur les ordinateurs personnels chez les particuliers. Et c'est du global. Donc c'est pas les chiffres qui viennent de Steam, c'est des chiffres qui viennent de StartCounter et c'est calculé sur les sites internet donc qui sont visités. Il y a 4% de personnes maintenant qui utilisent Linux. Donc on avait en janvier 2024, on était à 3,77%. En février 2024, on a atteint les 4,03%. En mars, on est arrivé à 4,05%. C'est pas grand-chose, mais ça fait des milliers d'utilisateurs en plus quand même, des centaines de milliers même. Et je précise que Chrome OS n'est pas considéré comme une distribution à part entière pour StartCounter, donc avec leurs 2,27%, ils ne sont pas comptés dedans. Voilà, on est le dimanche 28 avril 2024, et donc on est à plus que 4%, enfin on est à 4% d'utilisateurs Linux dans le monde, et ça fait quand même plaisir. On verra dans quelques années si ça a augmenté ou pas. Vous en pensez quoi, vous ? Moi je pense que 4% c'est quand même génial. J'espère que ça va augmenter. On devrait trouver notre public d'ici quelques temps. Toi, tu penses que ça va augmenter, ouais. Julien, t'en penses quoi, toi ? Tu penses aussi que ça va augmenter ? Ouais, je pense que de plus en plus, les gens ouvrent un peu plus les yeux et se soucient de plus en plus de leurs données personnelles, surtout. Ouais. Donc dans cette optique-là, je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent des alternatives et qui tombent sous Linux, quoi, du coup. Ouais. Cyril, toi, tu veux nous dire deux petits mots là-dessus ? Alors, trop de choix, tue le choix. Il y a beaucoup de distributions, parmi lesquelles il y en a qui sont super géniales, et puis d'autres où il faut chercher l'utilité. Donc, quand on choisit une distribution, faut bien faire attention à ce qui se passe derrière. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de choix. Déjà, c'est compliqué de choisir. Après, des distributions de débutants, bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais moi, je suis sur Linux Mint et pour débuter, je trouve que c'est pas mal. Et après, rien n'empêche de changer, de passer sur du Manjaro qui est peut-être plus efficace, et pas peut-être. Manjaro est plus efficace dans les jeux vidéo. Sinon, cette montée de Linux, vous pensez qu'il y a un rapport avec Windows 11 ? Parce que c'est un petit peu ce qui est expliqué. On dit que pour Windows 11, comme il faut changer de matériel, les gens ils n'ont pas envie de changer leur PC gamer à 1500 €. Et puis du coup, ils préfèrent tester autre chose. Vous pensez que c'est valable ça comme... Pour moi, c'est surtout le choix des services en ligne. Plutôt que d'imposer un service en ligne, c'est plutôt choisir son service en ligne.
et ne pas forcément avoir l'obligation d'avoir un compte pour tel service pour utiliser un outil de travail, par exemple. Là, je crois que tu es en train de piquer la réplique de Kaijito. Il voulait nous raconter quelque chose là-dessus, Kaijito. Et oui, mais c'est pas grave, moi je partage, je suis comme ça. Non, mais pour Windows, en effet, hein, je pense que clairement, Windows 11, on demande beaucoup trop. Par exemple, ce matin, comme tous les matins, je vais acheter un PC. J'ai vraiment acheté un PC, mais pas comme tous les matins. Et là, je l'ai à peine allumé. Et directement, boum, Windows 11, je me dis, ah mince. Et en fait, je pouvais pas dépasser l'écran d'accueil parce qu'il fallait que je crée un compte Microsoft dès le début. Et ça te demande tellement d'informations. Enfin, c'est comme ce que disait Julien, en fait. Je suis d'accord sur ça. En fait, là, on voit de plus en plus qu'il y a ce marché en fait, des données personnelles, surtout avec le démarchage téléphonique, où beaucoup de gens maintenant ressentent un peu ce contre-coup de donner ces données. Et vraiment, on sent que maintenant, les gens veulent essayer un peu plus de se protéger, ce qui est normal, hein, bien sûr, et que du coup, se tournent vers Linux, et justement, heureusement. Mais même si on peut être content des 4%, on sera vraiment heureux quand on aura atteint les 90%, mes frères. Effectivement, ouais. Bah, côté serveur, on y est. Ah oui, côté serveur, oui, bien sûr. Alors, je paye PC personnel, moi, du coup, enfin, ordinateur Ouais, personnel. bien sûr. Ouais. Mais je suis d'accord, oui, côté serveur, on a déjà gagné la bataille. Enfin, la guerre, même. Oui, après, tout le monde n'a pas un serveur chez lui, mais il y a beaucoup de gens qui ont un Windows chez eux. Chaos, tu voulais aussi nous dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, en fait, j'allais justement dire que, pour parler justement de Linux, je suis un peu en mode, ça me tenterait limite de passer sous Linux parce que je commence à en avoir marre que Windows commence à forcer de faire les mises à jour. Il me force à faire, il me force à accepter d'avoir des droits d'administration. Il veut vraiment, c'est limite si je suis pas fliqué par Windows en fait, là j'en ai un peu marre. Bah, c'est le cas, hein, de toute façon. Et j'allais aussi dire un autre truc, c'était que quand on dit Linux, on parle de toutes les distributions qui existent, hein, donc Ubuntu et tout ça, vraiment tous les types de Linux. La deuxième chose que tu as voulu dire, j'ai pas compris. Quand on dit Linux, En fait, quand tu dis des 4% de Linux, tu parles de tous les Linux différents réunis, en fait. Toute c'est ça. distribution confondue, ouais. Donc Ubuntu et tout ça, quoi, réunis. oui, ils font pas de distinguo, ouais. Et on a été très longtemps plutôt dans les environs de 2%, tu vois, ça a augmenté un petit peu à un moment, on a eu presque 3%, après c'est redescendu, après c'est remonté, c'est redescendu. Mais là, depuis 2 mois, on est à plus que 4%, enfin on va dire 4%, 4,03 et 4,05%, c'est 4%. Voilà, mais ça se stabilise. Des fois, on a eu des petits pics comme ça pendant un mois, mais ça redescendait après. Et là, ça fait 2 mois quand même. Et je suis impatient de voir ce qui va nous arriver par la suite. Le mois d'avril, je suis impatient de voir si on est toujours à 4,05% ou si on a encore un petit peu progressé ou si au contraire, ça risque de chuter. Je vous avoue que j'ai souvent été content. Et puis finalement, le mois d'après, ça redescend et je me dis mince, voilà. Mais là, je pense qu'on est bien parce que Microsoft, ils jouent pour nous là. On peut leur dire merci, hein. Ils arrivent à se montrer suffisamment intrusifs pour que certaines personnes disent non, là, je peux plus, stop. Quand tu achètes un PC, tu achètes un PC avec Windows dessus. Alors normalement, on devrait plus avoir Windows de base sur tous les PC. Ça devrait plus exister. On devrait pouvoir choisir notre OS. Chose qui n'est pas toujours encore le cas sur énormément de PC qui sont vendus dans la grande distribution. Moi, j'allais dire ça, j'allais demander justement si tous les PC étaient obligatoirement sur Windows. Je pense que c'est bloqué au niveau de la vente. Les vendeurs, les supermarchés, tout ça, ils voudraient pas parce que ils suivent ce qui est demandé. Et les gens, quand ils vont acheter un ordinateur, ils veulent avoir un système d'exploitation dessus. Ils veulent pouvoir s'en servir tout de suite. Normalement, si tu lis le code le code du commerce, normalement un ordinateur devrait être vendu systématiquement sans OS pour te permettre, toi, en tant que consommateur, de pouvoir choisir l'OS que tu veux y installer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que ça serait logique, mais il faudrait que les gens aient un minimum, mais vraiment un minimum de connaissances. Tu vois, en informatique, le seul truc qui devrait être appris impérativement à l'école, c'est installer un système d'exploitation. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait. La plupart des gens ne savent pas à 20 ans, 30 ans, 40 ans installer un système d'exploitation. Et c'est vraiment la base qui devrait être apprise
à la petite école, quoi. D'ailleurs, on a un prof avec nous, hein, ici. Un T'en Kaigito. penses quoi, toi, Kaishito? Et oui, bah moi je suis totalement d'accord sur sur le fait d'éduquer les enfants à l'informatique. D'où pourquoi dans ma classe justement j'ai un ordinateur qui est sur Primtux, une distribution Linux basée sur Ubuntu ou Debian pour les plus vieilles machines pour l'école primaire justement. Et non, alors on n'a pas de clé bootable, je vais être honnête, c'est vrai. Mais voilà, on se sert de logiciels, on utilise le terminal, on va sur le store. Enfin voilà, tu vois, on utilise quand même deux trois trucs et des choses basiques, tu vois. Mais c'est vrai que bon, après on verra peut-être dans un podcast plus détaillé, mais c'est des choses qui se perdent d'utiliser un ordinateur de plus en plus au profit de la tablette et de l'ordinateur. Mais moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, qui était très intéressant, Lee, sur oui, on devrait avoir le choix, comme tu disais, Julien. Et après, Lee a dit oui, mais pas tout le monde sait faire une clé bootable, ce qui est vrai. En fait, il faudrait clairement limite repenser en fait l'ordinateur dans le sens où il faudrait que genre quand tu achètes ton ordinateur, il y a une sorte de logiciel qui dit bonjour, quel OS voulez-vous, et que tu choisis dans ta liste et ça te l'installe, tu vois, un truc. Comme ça ferait vraiment repenser en fait l'achat de l'ordinateur. Mais je suis d'accord avec vous, on devrait pouvoir choisir. Quelle Mm. bonne idée. Ça, c'est vraiment une super idée. Bah là, il n'y aurait pas de Aussi- concurrence déloyale, quoi. Ou sinon, on pourrait imaginer autre chose. Ça veut dire que la personne, donc de base, tous les PC sont sans système. Et c'est la personne, quand elle va acheter le PC, que le vendeur va lui proposer, bah tiens, on peut vous installer Windows ou Linux ou voilà, ce que vous voulez. Et donc ce serait eux qui leur préinstalleraient. Et donc la personne rentre chez elle avec un système installé, mais celle qu'elle aurait choisi du coup, et pas celle qui est imposée. Moi, tu m'as convaincu, hein, je suis d'accord avec toi, Julien. C'est même mieux que ma méthode, ça évitera de développer un truc. Faut juste éviter que peut-être certaines OS fassent de la. Comment dire? En mode, oui, si vous vendez notre OS, en tant que vendeur, vous avez tant de commissions, tu vois. Faudrait juste éviter ça pour éviter la concurrence un peu déloyale. Parce que tu sais, il y a des personnes qui connaissent pas les OS, ils vont dire, vous me conseillez quoi? Et il fait, ah oui, bah Arch Linux, parce que Arch Linux m'a donné un gros chèque, tu vois. Ce qui arrivera jamais, parce que Arch Linux, c'est des gars bien, on le sait, mais voilà. Non, ça serait mieux d'avoir un choix des OS et pour telle utilisation de l'OS. Bonjour, je suis un développeur, quel OS vous me conseillez? Je suis un gamer ou j'utilise les services en ligne, quel OS vous me conseillez? Ça sera juste de base. Justement, j'allais dire que si c'est ok, tu vois, je suis aussi pour que tu puisses choisir ton OS, mais le problème c'est de un, il y en a beaucoup trop, avec tous les OS de Linux différents qui existent, et aussi, tu sais pas si tu vas réussir à le comprendre, tu vois, le système. Il faut un système que tu puisses comprendre et qui soit accessible à tout le monde, tu vois. Essayez de faire un petit manuel pour chaque OS, un guide de démarrage. Et justement, ce serait le but du vendeur, du coup, de guider la personne. Après, il faudrait que les vendeurs, eux aussi, soient formés. Il n'y a aucun vendeur qui fera ça. Le métier de la vente, c'est vraiment de vendre le plus rapidement possible et le plus cher possible. Enfin, le plus cher, là où il y a le plus de marge, tu vois. Et c'est aussi pour ça que Windows, ça fonctionne bien. Je me souviens une fois, j'étais dans un magasin et il y avait le vendeur, il essayait de vendre le pack Office de Microsoft à deux retraités en leur expliquant que si jamais leurs petits-enfants avaient besoin de faire une lettre de motivation et un CV, avec ça, ils pourraient le faire. Le vendeur s'est absenté. Moi, j'attendais derrière parce que j'avais une question à lui poser sur un ordinateur. Et puis, quand il s'est absenté, aux deux personnes âgées, je leur ai dit, vous savez, ce que le vendeur essaie de vous vendre là, et il y en avait pour une petite fortune, hein. C'était 200 € je crois, un truc, c'était monstrueux, je me demande même si c'était pas 300 € ce qu'il vendait. Et je leur ai dit, vous avez la même chose gratuit sur Internet qui s'appelle LibreOffice. Téléchargez ça. Si vos petits-enfants ils ont besoin de faire un CV ou une lettre de motivation, ils pourront le faire avec. Et ça sera gratuit. Et si jamais vous devez acheter ça plus tard, à 300 €, eh ben faites-le plus tard. Mais là, achetez déjà votre ordinateur et demandez à vos enfants ou à vos petits-enfants s'ils ont vraiment besoin de ces choses-là. Je regrette de ne pas être resté pour pas avoir eu cette discussion avec le vendeur. Mais c'est obligé. Il avait une commission là-dessus et c'est pour ça qu'il est baratiné là-dessus. Bah, comme dans beaucoup de choses dans le commerce, hein, de toute façon, c'est le chiffre. On veut pas forcément la grande distribution. Le problème, c'est que encore même des ventes sur le net, tu devrais être libre de choisir ce que tu veux installer sur ton PC. Et c'est pas le cas encore. Et ça, c'est pas normal. La petite clé bootable qui est fournie avec le système d'exploitation,
ça serait vraiment bien. Que ce soit, peu importe, que ce soit Windows ou que ce soit un système Linux, ça serait vraiment bien. C'est une très bonne idée que tu as eue, Kaijito. On passe au sujet suivant ? Oui. Vas-y. Tout de suite, une nouvelle info où on va beaucoup trop parler. Alors, en 2019, on a entendu parler pour la première fois de Manifest version 3, Manifest V3. Et maintenant, en 2024, très bientôt, au mois de juin, Manifest V3 va être appliqué. Alors c'est quoi Manifest V3 ? En gros, c'est une annonce que Google a fait pour faire la version 3 d'un gestionnaire d'accès qui vous dit « Pour votre sécurité, nous allons vous empêcher d'utiliser des bloqueurs de pub ». Donc actuellement, on a Manifest V2, version 2, et il y a des permissions à vie dessus. Manifest V3, ils disent qu'il n'y aura plus les permissions à vie, mais elles seront temporaires. À chaque fois, il va falloir dire « Ok, j'accepte ceci, j'accepte cela ». Donc ils disent qu'effectivement, il y a de la sécurité, et que c'est bien, et que ça va améliorer les choses. Le problème, c'est que tous les bloqueurs de pub, ils vont avoir besoin d'autorisation par ce fameux gestionnaire d'accès, et Google a prévu de ne pas les donner, bien sûr. Ça va permettre notamment à Google de pouvoir mettre des tonnes de publicité dans les vidéos YouTube, puisque YouTube leur appartient, et vous ne pourrez plus bloquer tout ça. Ça va leur rapporter donc énormément d'argent. Alors pour le moment, je tiens à préciser qu'on ne sait pas vraiment ce que va faire Manifest V3 exactement parce que c'est pas encore mis en place. On a juste des brides d'informations. On a compris qu'il y a des choses qui allaient plus marcher. Certains sites internet risquent d'être difficiles d'accès si vous n'utilisez pas un navigateur Chrome. Mais d'un autre côté, on a peut-être une solution à proposer qui sera Firefox. Mais on va en parler. Est-ce que quelqu'un veut expliquer un petit peu, parler de Manifest V3 ? Oui, écoute, j'en sais pas plus, enfin, pas plus que ce que tu viens déjà de dire, mais c'est vrai que je suis bien content d'être retourné sur Firefox pour éviter ce problème. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Google fait vraiment tout pour afficher ses pubs chez tout le monde. Ouais. En fait, le problème, c'est que Google propose ses services gratuitement. Donc, ils se sont toujours servis, entre parenthèses, de la pub pour se rémunérer. Donc, si leur cheval de bataille, c'est de dire si on vous laisse bloquer les pubs, à ce moment-là, on rend nos services, Google, payants à tout le monde. Donc là, ça risque de faire grincer des dents beaucoup de monde. Et Manifest V3, c'est pas seulement qu'un gestionnaire. En fait, Manifest V3, ça va se retrouver dans le code des extensions du navigateur. Des bases Chromium. Alors, dans le code du navigateur Android, donc de Chrome, ouais, tout à fait, Chromium, mais c'est aussi en fait une stratégie pour demander aux développeurs des applications de passer eux également sous le Manifest V3, et à partir de là, c'est la porte ouverte à Chrome sur les clés en fait des applis, des modules dev. Actuellement, quand tu publies une application sur le web market d'Android, tu es le seul, toi, en tant que développeur, à posséder la clé qui te permet de chiffrer en fait ton application. Maintenant, tu vas avoir le Manifest V3. En fait, tu vas donner les clés à Google, et Google, s'il veut, derrière, à côté, il dira « Bah non, c'est pas conforme à notre politique ou quoi que ce soit, ça nous va pas, on bloque ». Et là, à ce moment-là, toi, t'es plus maître de ton application. Voilà. Donc ça va plus loin encore que le simple fait de donner une autorisation ou pas, ou de bloquer de bloquer les applications qui nous permettraient de contourner les publicités. Ça va encore plus loin que ça. Oui, ils ont pris un contrôle total, quoi.
C'est ça. On ne sait pas encore ce que ça va donner exactement parce que c'est pas encore sorti, mais on se doute que Google, avec son espèce de monopole, et comme tout le monde l'utilise, ça risque de faire mal. Il risque de vous virer toutes vos applications de bloqueurs de pub. Il risque aussi du coup de rajouter encore plus de pubs, parce que les bloqueurs de pub sont nés uniquement parce qu'il y avait beaucoup trop d'abus, faut le savoir. Au départ, il y avait une petite pub à droite à gauche, ça allait, les gens y toléraient. C'est à partir du moment où on a commencé à se faire totalement inonder, et moi j'ai déjà vu des pages où j'ai des pages oui, web. avec des pop-up et tout ça, ouais, c'est chiant. Ah ça. oui, des fois tu as des petits logiciels, tu les mets pour bloquer et il te dit combien il en bloque. Mais j'ai déjà vu sur une seule page 60 blocages, 70 blocages. Là, c'est trop. Et généralement, c'était sur des pages de grands médias. Oh, possible. Et même si on utilise des bloqueurs de pub, ils vont nous rappeler qu'on utilise un bloqueur de pub et que c'est pas bon pour la santé du média, alors qu'il se porte très très bien. Oui, alors que s'il n'y a pas d'abus, quasiment tout le monde accepte de regarder une petite pub si c'est pour la bonne cause. Regardez, il y a plein de gens qui ont utilisé Ubuntu pendant des années avec la pub Amazon dans le menu démarrer. Excusez-moi, fallait que je la fasse. Celle-là. Sérieux, c'était vrai, c'était réel ça, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Oui, intégré dans le bureau Unity sur la 1604. Je vais même te dire un truc, Chaos. La pub quand tu démarres ton PC, là. Oh. Bah c'est dans le menu démarrer, tu avais ça comme un logiciel, tu avais Amazon et tu ouvrais donc une page web Amazon. Ah, ils sont trop smart, ils ont 2000 IQ. En fait, la recherche Amazon était intégrée dans Unity quand tu cherchais une musique, par exemple. En tout cas, bon, fallait que je la fasse, mais ils ont arrêté, ils l'ont Par viré. contre, j'ai une question. Oui. Juste, les bloqueurs de pub qui sont payants, il va leur arriver quoi à eux? Parce que techniquement, t'as payé pour avoir ce droit, pour avoir ce logiciel, tu vois. En fait, ils ont pas le choix. Soit ils donnent les clés de leur appli à Google et ils rentrent dans le rang, entre parenthèses. Soit, ils mettent la clé sous le paillasson, c'est tout. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a un bloqueur de pub qui risque de fonctionner parce qu'ils ont justement signé un accord avec Google et il doit y avoir un accord financier aussi là derrière, quelque chose qui s'est passé. C'est pas trop clair, mais visiblement il y a plein de pubs qui vont passer. Ça sera les pubs que Google veut vraiment mettre en avant, notamment les pubs qui vont leur permettre d'être encore plus utilisés et de garder encore plus un monopole. Tu as une extension qui existe depuis des années, qui te propose l'option de case à cocher, autoriser les pubs, les pubs licites, on va dire Tu ça parles comme ça. de quelle appli? De Upload Plus. Ça fait des années, autoriser certaines pubs non indésirables. Et en fait, il autorise une seule ou plusieurs régies publicitaires, dont ceux de Google, par exemple. D'accord. Voilà. Parce que il y a aussi il y a AdGuard. Il y a AdGuard Oui. qui disent qu'ils ont développé une technologie pour contourner le fameux Manifest exploit, V3. Manifest V3, ouais, tout à fait, ouais. Il y a aussi le créateur de uBlock Origin, Raymond Hill. Lui, il a carrément suggéré de passer sur Firefox. Alors pourquoi ? Parce que Firefox n'utilise pas le même moteur. Ils utilisent le moteur Gecko. Ouais, Et- mais on n'est pas encore sauvé d'affaire puisqu'apparemment Firefox a déjà il y a déjà le manifeste V3 dans son code d'origine. Donc Oui. on n'est pas sorti d'affaire. La version 109. Oui, il y a Ouais. déjà Manifest V3 dans son code. Ils l'ont intégré parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils ne l'intègrent pas, il y a carrément des sites internet qui ne vont pas s'afficher, notamment les sites du gouvernement français. Voilà, tu pourras pas les afficher si t'as pas Manifest V3. Oui, le gouvernement français aime bien Google. Oh mince. Oh vraiment. Oh c'est dommage. Super. Certaines connexions qui ne pourront pas se faire vers des sites de services que l'on connaît tous. Comment on dit ? Des sites qui n'auront pas reçu L'accréditation, l'accréditation, merci, je t'en prie. de Google, quoi, tout simplement. Voilà, pour Manifest V3. Et donc, effectivement, Firefox a déjà Manifest V3, mais ils travaillent dessus pour réussir à le gérer eux-mêmes et pour pouvoir
contourner des choses. Donc tu vas pouvoir quand même avoir des applications qui vont bloquer les pubs et le navigateur Firefox pourra quand même aller sur les sites internet qui demanderont Manifest V3 pour fonctionner. Donc c'est pour ça que Firefox peut être une solution. Ils ne sont pas encore totalement au point. Ils l'ont expliqué. Manifest V3 n'est pas encore totalement sorti non plus. Donc on verra bien dans l'avenir. Mais effectivement, Firefox, c'est peut-être la bonne nouvelle en fait. C'est heureusement, c'est peut-être le petit truc qui va sauver Firefox. Parce que vous avez une idée de Firefox, combien il y a d'utilisateurs actuellement? 3%. Ouais, ils étaient 3% quasiment à peu près toute l'année, entre 3% et un tout petit peu en dessous. Là, actuellement, ils sont à 2,79%. Ouais. Il y a plus d'utilisateurs Linux que d'utilisateurs de Firefox, les gars. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens sur Firefox, quand même. Ouais. Je pensais que ce serait quand même plus élevé, tu vois. C'est un navigateur incroyable qui est open source. C'est une alternative à plein de choses. Mais malheureusement, il a été complètement déprécié parce que Google a mis des millions pour développer leur moteur Chrome et tous les navigateurs qui en découlent fonctionnent plus rapidement sur Internet et ainsi de suite parce que Google a mis des millions sur la table. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. On ne fait pas le petit sacrifice pour faire le bien et puis du coup, Firefox a failli plonger. Mais là, tout le monde est en train de regarder vers lui. Et vous savez, c'est quoi les autres pourcentages alors du coup, par exemple Chrome? Oh. En vrai, ma Chrome, j'aurais dit Vu comment c'est populaire, j'aurais dit 80% avant. Mais avec le Manifest V3 qui arrive, je serais descendu vers les 70. Alors Manifest V3 n'est pas encore sorti. Les gens ne sont pas encore embêtés. Et ça va venir. À partir de juin. Chrome représente quasiment la totalité du reste, mais avec seulement 65%. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de personnes encore sur Macintosh, et Macintosh, ils ont leur navigateur à eux, qui s'appelle Safari. Oh, ils auraient pu faire un effort, il manque 4% pour faire un chiffre drôle. Ouais, en fait, il tourne un petit peu entre, voilà, ça oscille toute l'année, ça oscillait entre 16 et 21%. Voilà. Là, actuellement, ils sont à 19% et quelques. Et puis, il y a aussi le navigateur Edge, eux, ils sont à 5%. En sachant que Edge, c'est une base Chromium, donc c'est pareil. Que ce soit Edge, Opera, Vivaldi, Brave. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à côté. Mais effectivement, du coup, les 5% de Edge plus les 65% de Chrome, on peut dire 70% de Chrome. Donc Chaos, t'avais raison. Bien vu. J'avais juste une question qui peut paraître débile, mais vraiment, quand il a parlé de la clé là pour avoir accès au programme, je me suis dit, mais même si par après ils veulent recréer un bloqueur de pub, en fait, ils vont directement se faire dégager, et ça va être un non, quoi. Donc en fait, c'est ça, ouais. Il n'y aura plus jamais de bloqueur de pub, en fait, plus jamais. En fait, c'est le gros problème qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'ils ont la main mise sur tout ce qui est développement d'applications derrière. Donc soit ils vont rajouter derrière leur propre code entre parenthèses dans toutes les apps. Soit ils vont carrément dire non, en fait toi en tant que développeur, normalement quand tu crées une app, tu la signes numériquement, donc t'es le seul à posséder les clés pour pouvoir rentrer dans le programme et le modifier. Et avec avec cette nouvelle formule, entre parenthèses, tu pourras plus le faire. Tu seras obligé de donner les clés de ton application à Google. Et donc forcément, ça va faire... alors ils disent que c'est pour forcément la sécurité, etc., maximiser la sécurité, etc., etc. Mon œil. Voilà, mais au final, c'est pas du tout ce qui va se passer avec ce genre de système. En fait, comme tu l'as dit, en fait, c'est juste pour qu'ils puissent gérer comme ils veulent le programme, en fait. Bien sûr. En faisant comme ça, c'est comme si on était des pantins, quoi. En fait, c'est se donner énormément de pouvoir, et le pouvoir, on sait ce que ça fait. Ça brûle les mains. Donc voilà, on sait très bien que Google étant ce qu'il est actuellement aujourd'hui, on va droit dans le mur avec ce genre de problème. Donc voilà.
Ah bah, je vais te dire, c'est pas grave si Google se casse la gueule, voilà. Ouais, enfin bon, après, c'est tellement un empire Désolé, je que pouvais ça pas me retenir, m'étonnerait j'en que ça avais marre. se... Non, mais je comprends, mais bon, après, ça m'étonnerait que ça se casse la gueule aussi vite, quoi. À moins qu'il y ait vraiment une prise de conscience, mais ça m'étonnerait aussi. On est peu, en fait, à se poser des questions comme ça. Parce que maintenant, les utilisateurs de Chrome ou d'autres navigateurs ne sont pas forcément sur ordinateur, c'est surtout sur tablette et téléphone. Ouais, c'est Donc ça. forcément, Android, comme avec les constructeurs, ont tous leur navigateur basé sur Chromium, Chrome. Forcément, ça donne l'impression de ne plus laisser le choix, alors qu'en fait, il y a toujours le choix. Par ailleurs, sur les appareils de la marque à la pomme, quand on lance Safari, on peut toujours choisir dans le navigateur quel navigateur on peut utiliser. Firefox, Brave, Safari et Chrome qui sont toujours proposés. D'ailleurs, petite question, ici, qui est-ce qui utilise Firefox? Moi. Moi aussi, ouais. Moi aussi. Sur PC, téléphone. Non, malheureusement, moi j'ai jamais utilisé, jamais. 3 personnes sur 6 alors. Kaijito, non. Si, moi j'ai dit oui aussi. Ah bon? Sur téléphone et ordinateur. 4 personnes sur 6 utilisent Firefox, ici. Et toi, tu utilises quoi? Moi, j'utilise Brave. Eh ouais, moi je suis sur le moteur de Chrome. J'apprécie pas spécialement, mais j'avais testé pour voir. J'aimais bien le côté protection de la vie privée, et c'était plutôt bien respecté jusqu'à présent. Il y avait aussi ce petit système de monnaie virtuelle pour si tu acceptais de regarder de la pub, en fait, tu étais rémunéré. Donc, je trouvais ça sympa parce que j'ai tout redistribué à des sites. J'ai pu faire un don quand même de l'équivalent de $12 à E-Fondation. E-Fondation, vous savez, c'est les téléphones... 12 € pour combien de pubs t'as dû regarder? J'ai regardé énormément de pubs. Tiens, regarde, je te montre mon écran. J'ai Quoi? 13,75 gigabits qui ont Comment tu été... peux avoir autant de pubs bloquées? Comment? Ça fait 3 ans que j'utilise Brave. Oh, mon dieu. En 3 ans, ouais, toutes ces pubs-là ont été bloquées. Et donc, bien sûr, il y a celles que j'ai accepté de voir. C'était très raisonnable, hein. Je crois que j'avais accepté de regarder le maximum et c'était 6 pubs par jour. Voilà. Et c'était en général des publicités qui ne m'intéressaient pas du tout. Et maintenant, faut pas oublier que il y a certains moteurs de recherche pour la vie privée ou d'autres extensions connues qu'ils ont développé leur navigateur sur base Firefox, qui commencent à avoir leur navigateur avec leur propre filtre anti-pub, soi-disant tracker de réseaux sociaux. Après, l'efficacité reste à prouver. Mais je privilégie toujours les extensions pour le navigateur qu'au navigateur tout fait. D'accord. Il y a aussi un navigateur que j'ai découvert là récemment, c'est celui qui est fait par l'application Ghostery. C'est justement celui-là dont je te parlais. Il est basé sur Firefox. Ouais, et ben lui, il semble pas mal du tout. Et vous avez DuckDuckGo qui est basé sur Chrome. Ah, tant pis pour eux. Comme on dit, karma. Mais le gros souci, entre parenthèses, hein, pour revenir là-dessus, le manifeste V3, le gros problème qui arrive, c'est que Internet, il a été prévu normalement pour qu'il soit libre pour tout le monde. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a les grosses sociétés, hein, donc ce qu'on appelle les GAFAM, qui s'attribuent tout ça, et au détriment toujours de des mêmes, en fait, donc de nous, en fait. Hein. C'est tout. Point, terminé. Donc encore là, c'est une étape qui est franchie, et comme on peut le voir, c'est un monde d'argent entre parenthèses, et malheureusement, c'est nous qui en sommes encore les grands perdants. Voilà. Bien sûr, comme imposer des systèmes d'abonnement dans les explorateurs de fichiers ou d'autres applis du système. Tout à fait. Le plan de Google, il est sans doute de devenir le seul à devenir celui dont on ne pourra pas se passer. Il essaie de devenir le nouveau moteur de recherche par défaut, c'est ça?
Ils veulent sans doute écraser tous les autres. Ils se sont dit, Firefox, à moins de 3% là, depuis un an, c'est bon. On peut sortir notre manifeste V3 et personne va pouvoir faire quoi que ce soit. En fait, tout simplement, ils veulent devenir Internet, quoi. C'est ça, ouais, exact. Ouais. Plus de choix. La formule est belle. La formule est belle, j'avoue. Il y a eu Netscape, il y a eu Internet Explorer, il y a eu Firefox, et maintenant, bon, il y a Chrome, et tous les dérivés. Ouais. Bon. On passe au sujet suivant. Moi, j'avais juste un truc à dire, c'est que pour parler de Adblock, je vois déjà des changements, même si il n'y a pas encore le manifeste V3 en place. C'est que, exemple, hier j'étais en train de regarder un animé, ça faisait genre 3 semaines que j'avais plus ça, et ici, j'ai eu, à chaque fois que je regardais un épisode, une pop-up ou deux qui apparaissait. Et même quand j'appuyais sur pause et que je revenais genre 30 secondes après, et que je appuyais sur play, la pop-up revenait. Donc je pense que je vais bientôt me casser de Chrome. Ouais, ben félicitations. Que ça me saoule. Je pense que je vais garder que pour mon Gmail et c'est tout, quoi. Mais pourquoi tu voudrais garder Chrome exprès pour ton Gmail? Parce que tu peux avoir Gmail sur un autre navigateur, ça n'empêche absolument rien. Ah oui, mais avoir un beau carré Google, dire passer à Chrome et cliquer sur non merci, et tu vas le recevoir 5 minutes après. Tout dépend à la fréquence tu utilises ta boîte mail tous les jours. Mais de toute façon, il peut installer tout simplement un courrier C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a Thunderbird qui protège la vie privée, il bloque les pistages intersites aussi. Ouais. Qui m'a empêché plusieurs démarchages. Hein. Quand il va voir une adresse Google, il va un peu faire la tête, mais c'est tout. Il va quand même te les lire, tes courriels. Il va être comme ça, il est sérieux, lui. Ah oui, ils se basent juste sur le serveur de courrier, après ils ont leur propre filtre, Thunderbird. Il y a aussi Betterbird qui est beaucoup plus personnalisable et plus sécurisé encore que Thunderbird. Et quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi vos histoires de Thunderbird et Butterbird, là? J'ai rien compris. C'est un client de messagerie. C'est un client de messagerie style, pour ceux qui ont connu, Outlook Express. Tu installes en fait tout simplement un logiciel, et ce logiciel, tu lui rentres tes adresses courriel, donc ton Gmail et ainsi de suite. Et ensuite, il va chercher tout ça, et il t'ouvre tes courriers, tout simplement. C'est une application. Mais pourquoi est-ce qu'un truc aussi simple n'est pas de base? Mais il est de base. C'est de base. Je l'ai jamais vu. L'application courrier de Microsoft sur Windows, mais qui demande les permissions à diffuser tes mails sur 330 annonceurs. T'as quoi comme PC? C'est quoi comme OS? Ah si, j'ai rien dit, je veux voir, ouais. Bah ouais. Centre de contrôle, ouais, si, ouais. Punaise. Ah, merci, hein. En tout cas, maintenant, je sais quoi utiliser si je me casse de Chrome, hein. Bah voilà. T'as failli faire un lapsus là. T'as failli dire si je me casse de Windows. Oui. À force de traîner avec nous, Oui. tu vois, tu commences à devenir un bizarre. Fais attention. Au secours, je Attention, me l'abus de logiciel libre, l'abus de logiciel libre fera du bien à ta santé mentale. À partir du moment où tu vas commencer à dire des choses et que les gens autour de toi, ils ne vont pas te comprendre, c'est que tu auras commencé à virer un petit peu Tux. C'est ça, tu nous auras rejoint en fait dans cette belle secte. Bienvenue parmi nous, mon frère. Assieds-toi, il y a de la place. Mais Chaos, en fait, il s'est perdu quand il nous a rejoints. Ouais, je pense. Et finalement, bah, il est resté parce qu'il rigolait bien. Mais on va l'influencer. Tu risques de finir sur Linux, hein, je te garantis. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, si ça se trouve, tu vas finir sur Linux, un de ces quatre. Suffit de commencer par installer des logiciels libres. Ouais. Et après, tu as juste à choisir ton environnement de bureau. Ouais. Bah, c'est la pente glissante, hein. Voilà. Et comme il connaît pas encore son courrieleur sur Windows, Il a raison de ne pas l'utiliser déjà. on pourrait peut-être lui faire installer Thunderbird. Et puis, il pourrait prendre directement l'habitude d'utiliser un courrieleur open source. Je vais devenir un cobaye. Je vais devenir un cobaye pour vos expérimentations. Ils vont tester Si des vous trucs voulez sur moi. les meilleurs correcteurs grammaticaux pour de logiciels libres, il y a aussi Grammalect. Ouais, mais personne connaît, tout le monde s'en fout.
Ah, pas On reste sur forcément. Thunderbird, c'est très bien. Et oui, mais il est intégré dans Thunderbird. Ok, ok. Bon. Sujet suivant? Sujet suivant. Ouais, vas-y, Pas de vas-y. questions? Allez, on y va. Allez, on se casse, on va au prochain. Le papotage final. Bon, de qui on dit du mal? Windows? Outlook? Zorin? Alors, Microsoft intégrerait de la publicité dans Windows. Ça aurait commencé déjà. Alors là, il y a un petit débat sur Windows 7. Est-ce que c'était vraiment de la pub ou pas? Ils faisaient de la publicité pour eux-mêmes. Ils faisaient de la publicité pour que vous passiez sur Windows 10. Alors c'était dans Windows 7 et Windows 8. Et bon, certaines personnes estiment que c'est pas vraiment de la pub, c'est de l'autopromotion. Bon, en tout cas, ils avaient trouvé quelque chose. Dans Windows 10, Microsoft intègre de la pub dans l'explorateur de fichiers. Il y a eu l'apparition d'un bandeau publicitaire incitant à utiliser les services de stockage OpenDrive. L'annonce vous invitait à utiliser Office 365 et de bénéficier d'1 Tera de stockage dans le cloud. Voilà, donc Windows 10. Et maintenant, on a Windows 11 qui fait la même chose, il fait de la pub aussi. Non, la pub de Windows 11, c'était pas vraiment de la pub, c'était plus des recommandations d'applications qui ne sont pas installées sur l'ordinateur. En fait, il y a un profil spécifié pour chaque utilisateur sur Windows 11. Et selon l'utilisation du PC, ils vont recommander des petites applications sur le menu démarrer. On fait croire que vous l'avez, mais non, vous allez cliquer sur une icône de messagerie, par exemple, pour l'installer automatiquement et le lancer automatiquement sur Windows. Par exemple, ça peut être Messenger, comme ça peut être WhatsApp, comme ça peut être Xbox Live, comme ça peut être Steam, voilà. De toute façon, ils essayent de favoriser leurs applications, quoi. Bien sûr. Ils t'incitent à utiliser ou à installer ou à acheter des choses qu'ils ont créées eux-mêmes et qu'ils vendent, quoi. Tout comme Apple, vous avez chez Apple, c'est pas le système d'abonnement qui est promu, mais par exemple, quand vous allez lire une musique, même si vous avez VLC d'installer, il y aura toujours un paramètre à chaque mise à niveau de macOS à utiliser le propre service d'Apple Music ou quand vous allez faire un petit texte sur leur traitement de texte, automatiquement choisir iCloud pour leur espace de stockage. Moi, j'ai Donc, envie de demander voilà. à quelqu'un qui utilise Windows, là, parce que... Bien sûr. Chaos, dis-nous voir. Est-ce que tu as remarqué Bah, en de la fait, pub? Pour justement revenir à la pub là que tu as dit pour le OneDrive, je confirme que je l'ai eu plus d'une fois proposé par Microsoft. Je pense que je l'ai eu genre une fois tous les 5 ou 6 redémarrages de mon PC, ça s'affichait. D'accord. Et Et il t'as y a craqué? d'autres pubs qui forcent. Non, je m'en fous. Je veux dire, ça, il m'aura pas avec ça. Mais il y a aussi d'autres choses qui viennent en plus. Mais je pense pas que ça soit lié à Microsoft. Mais exemple, Abo de Acrobat qui me met une pop-up à côté en mode t'as pas pris le programme? Ou alors un truc pour un antivirus qui vient à côté. Mais laissez-moi tranquille, si je vous ai pas pris, c'est que je veux pas de vous. Mais c'est pas dans le navigateur, ça, on est d'accord. Non, c'est directement sur le PC. C'est dans le menu démarrer, ça. Dans le menu démarrer, carrément. Non, même pas. En fait, ça sort de ma barre des tâches et ça s'affiche là. Alors ouais, alors ça, mon grand, est-ce que tu as un antivirus? J'en ai un, oui. Par défaut, il y a Windows Oui, Defender. de base, il y en a un. Non, mais c'est pas suffisant parce que ça, c'est pas, ça c'est un hack en fait. Hein. Ça c'est un comment on appelle ça? Je parle Si, pas si, de si. ça. Je te parle juste Adobe Acrobat qui me met une pop-up en mode voulez-vous nos services ou alors voulez-vous un truc, et ça me casse les pieds chaque fois que ça apparaît, et ça apparaît qu'une fois quand je lance le PC. Donc je sais que c'est pas un hack puisque c'est qu'une fois que ça apparaît. Après, je l'ai plus, tu vois. Si je redémarre pas mon PC, ça ne s'affiche plus. Donc ça, c'est pas un hack. Un hack, je l'aurais remarqué, j'aurais vu des pop-up apparaître de partout. C'est juste, quand je démarre mon PC, ça apparaît, c'est tout, et c'est une fois. Et après que j'ai dit non, ça dégage.
Ouais, moi je te sens bien énervé là, c'est vraiment Windows. Ça, Bah ça oui, ça commence me vénère. vraiment. Oui, ça me casse les couilles, voilà. Bon, on aura peut-être une solution un jour pour toi. On t'en parlera un de ces quatre. Ok. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que je me dis, Microsoft, là actuellement, c'est notre meilleur allié pour le premier sujet qu'on a traité, les 4% de Linux. Microsoft, ils nous font des choses là, eh ben, c'est plutôt bien, quoi, c'est plutôt bien pour nous. Tant qu'ils vont continuer à faire des choses comme ça, on voit bien qu'ils ne respectent pas les utilisateurs. Donc, il y a des gens qui s'en rendent compte, et il y a des gens qui ont envie de partir, et je me demande si c'est pas un petit peu lié au fait qu'on a atteint les 4% sur Linux ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? S'il y a des gens qui sont comme moi et qui sont barrés, c'est compréhensible, hein. Bon, c'est que sur Linux, on a toujours la liberté d'installer les logiciels selon nos valeurs et nos principes. Et Linux a toujours le choix soit d'avoir un outil minimaliste pour pour ceux qui veulent juste faire du traitement de texte, ou d'autres qui veulent une utilisation plus avancée avec des services en ligne. Mais Linux reste neutre si on veut utiliser un espace de stockage ou non. Et Linux ne forcera pas la main, quelle que soit la distribution, à utiliser un service en ligne. Il y a eu l'exemple d'Ubuntu à l'époque qui avait le service Ubuntu One, mais il nous l'a pas imposé en tant que service obligatoire. Justement, ça a été retiré. On dit que Linux ne vient pas à toi, mais c'est toi qui vas à Linux. Je pense que si Microsoft continue comme ça, on va peut-être voir les 5% sur Linux arriver bientôt. J'espère. Alors moi j'ai Windows parce que je bosse sur Windows et que je n'ai malheureusement pas les logiciels dont j'ai besoin sur Linux. Mais je suis Windows Insider, donc au final j'ai pas de pub. Je teste l'OS pour Windows. Après, ce qui rend mon OS moins stable que un OS classique. Mais j'ai pas de pub. Non, j'ai pas de pub du tout. J'ai même pas d'ailleurs l'IA Copilot, je l'ai pas non plus. Donc Pas de souci au niveau des paramètres du changement de navigateur. non, j'ai jamais utilisé Internet Explorer, donc je saurais pas te dire. J'ai Vivaldi et j'ai Firefox aussi sur Windows, donc non. Donc plus de pop-up pour passer à Edge. Non. J'ai jamais eu de pop-up pour passer à Edge de toute manière. Quand ça sera plus du test, ils vont rajouter tout ça. Donc là, pour le moment, ouais, t'as pas de pub, mais... Ah, mais je ne changerai jamais, je pense que je ne passerai jamais en version stable. Comment ça se fait que tu utilises ça? En fait, je travaille sur des logiciels type Adobe, Creative Suite, etc. d'Adobe, que je ne peux pas mettre sous Linux. Même sous Vine, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas comme je l'utilise. Je l'utilise en pro, je l'utilise pas en monsieur, madame, tout le monde. D'accord. Bon, ben, je suis désolé pour toi, hein. Quelle tristesse. Ouais, non, mais malheureusement, j'aimerais bien avoir exactement, ou bien pouvoir porter, tu sais, puisqu'Office, maintenant, tu peux le porter quasiment sous Vine, donc ça marche, ça fonctionne plutôt même pas mal, je crois. Mais Adobe Acrobat, enfin Adobe, la suite Adobe complète, tu peux pas ça fonctionne pas sous Linux, ça marche pas encore. Non. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc tout ce que j'utilise derrière, je peux pas le faire. Par contre, un logiciel avec lequel je travaille qui fonctionne sous Linux, c'est DaVinci Resolve, et ça fonctionne nativement sous Linux, et ça, je trouve ça d'enfer, c'est top. Parce que ça fonctionne mieux sous Linux que sur Windows. Et ça, c'est top, c'est vraiment top. Mais DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui est très compliqué à installer sur Linux. Je crois que la plupart des gens qui essayent, ils n'y arrivent pas. Il y a plein de problèmes, ça dépend peut-être de ta distribution, peut-être des librairies que tu as ou tu n'as pas, mais la plupart des personnes qui essayent d'installer DaVinci Resolve, ils n'y arrivent pas, c'est un problème à l'installation. Non? Bah, sous Fedora, ça marche plutôt pas mal.
et ça fait déjà longtemps que je l'ai sous Linux et je m'en sers régulièrement. Bon, d'accord. Donc toi, tu arrives à... Ouais. J'ai déjà entendu, il y a des gens qui arrivent à l'utiliser, mais j'ai toujours Ouais. entendu dire que aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas même à l'installer, tout simplement à Bah, l'installer. il faut une grosse bébête aussi pour le faire tourner, entre parenthèses, hein, parce que si t'as pas si t'as un simple core et puis pas assez de mémoire derrière, tu pourras pas le faire tourner. Ça Oui, mais ça même pompe. même sans ça, j'ai vu pas mal de tutos. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à l'installer. Et j'ai cru remarquer que eux, de leur côté, ils font pas beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne correctement sur Linux. Alors, c'est la différence entre un DaVinci Resolve en licence, donc un pro, et un studio classique. Si tu as la version pro, comme moi, la licence elle coûte quand même plus de 300 boules pour ce logiciel. Il t'aide derrière, hein, donc t'as quand même un soutien de la part de la communauté pour que ça fonctionne. D'accord. Alors, Et c'est vraiment une version Linux native, hein. C'est... ah oui, non, c'est une version de Linux native. Non, il n'y a pas d'émulation. Non, c'est du natif. D'accord. 300 €? Ouais, ça fait plus Réellement? de 300 boules. Ouais, réellement, ouais. 369 ou Mais 70. qu'est-ce qui justifie ce prix, en fait? Bah, en fait, c'est une licence unique, hein, déjà. Donc, tu sais que quand tu l'as. C'est tout, point. C'est une licence à vie. Elle te suit. Oui, d'accord, c'est à vie, mais c'est quand même violent, hein, 300 € même pour une licence à vie, hein. Bah, tu sais que l'abonnement à Adobe, à la suite Adobe, il est à 30 boules. Ah oui, je Tu n'es comprends pas ce que tu veux propriétaire dire. du D'accord, logiciel oui. et tu le payes par mois. Donc déjà sur 12 mois, ça te fait plus de 360 balles. Et sur quelques années, ça commence à cuber. Hein. Oui, Voilà. d'accord, je viens de comprendre. Vaut mieux payer une fois. On est d'accord. En fait, c'est plus intéressant, d'accord. Après, je suis comme vous. Je préférerais utiliser un logiciel open source. Mais tout ce que je fais avec lui, je peux pas le faire ailleurs. Blender, c'est pareil, je peux pas le faire. C'est pas la même chose. C'est pas le même la même cas dans live. Je peux pas faire la même chose. Voilà. Bon, ben, je te remercie pour la précision. C'est chouette. Je voulais juste faire une petite annonce avant, qui concerne le moteur de jeu Godot. Un petit espoir quand même qui arrive. C'est un espoir, c'est un combat dans le milieu de l'open source qui est en train de se jouer. Et c'est des conséquences de ce qui s'est passé avec le directeur d'Unity l'année dernière. Imaginez, vous avez fait un jeu il y a 10 ans, vous le vendez plus, et là vous recevez une facture d'Unity. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas mal de développeurs qui ont décidé de changer de moteur de jeu. Ils ont décidé de passer sur autre chose. Et puis, on a un moteur qui est libre, open source, qui est pas mal développé, qui s'appelle Godot. Et Unity a perdu 2% d'utilisateurs. Alors 2% d'utilisateurs, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même des milliers, voire des millions de personnes qui sont parties de chez Unity. Et donc, je vais vous donner les chiffres des jeux qui sont faits avec les moteurs sur itch.io. Donc itch.io, c'est une plateforme comme Steam et GOG. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jeux avec le moteur Unity? Oh. 90%, non? Il y a 90 700 jeux qui sont faits avec le moteur Unity. Donc ouais, au niveau pourcentage, on n'est pas loin des 90%. Oh, moi j'avais un chiffre beaucoup plus haut, d'accord. Moi j'étais vraiment violent. Ouais. Je me suis dit un truc du genre 300 000. Ouais, c'est déjà... Ah ouais, moi j'y allais vraiment à la fourche, moi. Alors on est sur itch.io, hein, on n'est pas sur Steam. Le deuxième moteur en tête arrive Godot. Avec un T à la fin, mais on prononce Godot. Il y a 14 900 jeux. Donc on passe de 90 700 à 14 900. Et pourtant, c'est le deuxième moteur. Ensuite, il y a Unreal Engine avec 11 900 jeux. Et ensuite, il y a GameMaker avec 9 300 jeux. Et le petit espoir pour le moteur Godot, c'est que les développeurs, c'est aussi des joueurs. Donc si jamais il y a un jeu qui sort sur Godot et qui est un bon jeu, un gros jeu, avec de l'image 3D, avec des belles textures, quelque chose de joli, ben les autres développeurs, ils vont le voir, ils vont jouer forcément à ce jeu, ils vont le voir et ils vont se dire « Waouh, avec Godot, on peut faire ça ?»
ben, je vais peut-être quitter Unity. Et peut-être que, voilà, là aussi, la tendance, elle pourrait s'inverser. Unity, peut-être qu'ils vont pas non plus garder leur monopole. Donc si je fais un petit résumé, quand même, Firefox, il risque de remonter. Godot, il risque de se faire sa place. Et on a les utilisateurs Linux qui commencent à se faire voir. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Si personne n'a rien à ajouter, on va s'arrêter là. Juste une question. Parmi les 4 systèmes dont tu as parlé, lequel des 4 en vrai serait le meilleur pour faire le jeu en fait? Pour moi, en fait, Unity paraissait le plus réaliste, mais malheureusement. Je pense qu'on va parler des moteurs de jeu, un de ces 4. C'est vraiment en fonction du jeu que tu veux faire. Donc si tu veux faire un gros jeu, vaut mieux prendre un gros moteur. Si tu veux faire un petit jeu, vaut mieux prendre un petit moteur. Parce que si tu fais un petit jeu et tu prends un gros moteur comme Unity, et c'est un petit peu ce que tout le monde faisait parce qu'Unity avait un monopole total, enfin un monopole, c'est par habitude, tout simplement. Les gens se disaient, ah c'est fait sur Unity, ben moi mon jeu je vais le faire aussi sur Unity. Et du coup, tu utilises un gros moteur comme Unity pour faire un petit jeu en 2D, vu de dessus, tu vois, avec des gros pixels. Tu avais du coup un jeu qui était lourd, qui était gros et qui aurait pu être beaucoup plus léger, jouer avec des cartes graphiques bien plus anciennes, bien plus petites, bien moins gourmandes. Et puis finalement, ouais, ça dépend vraiment, pour répondre à ta question, ça dépend du jeu que tu veux faire. Et Godot, il est plutôt bien placé parce que tu as beaucoup de possibilités. On développera tout ça ultérieurement. Je pense qu'on va en reparler, il y a pas mal à dire sur les moteurs. Et ben voilà, c'est ainsi que se finit l'épisode. Bye bye. Au revoir. Au revoir, ciao. Bye. Allez, salut. Toi aussi tu entends la musique, c'est I Can't Stop de Punch Deck qui annonce la fin d'Opération Linux. C'est le moment de dire merci à Arthur Vink pour la musique de générique Shieldwood Freehand. Si vous avez aimé cet épisode, vous avez sans doute besoin d'aide. Vous devriez consulter un médecin au plus vite. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le bas et de nous mettre un commentaire désagréable. Dans tous les cas, ne revenez pas, on se sentira obligé de continuer.